Elle est dédiée à l'associativité et aux faits associatifs, j'y reviendrai. Mais les 20 ans de mouvement associatif, c'est aussi l'hommage qu'il faudra rendre à toutes celles et ceux qui nous ont précédés et qui, à un moment, ont dépassé leur méfiance ou leur périmètre traditionnel pour se réunir et fonder ce qu'a été à l'époque donc la CPCA, ou la Conférence permanente des coordinations associatives, et qui, dont le mouvement associatif est aujourd'hui l'héritier. Donc 2019, c'est l'année de nos 20 ans, vous allez en entendre parler toute cette année, et j'espère qu'on se retrouvera à un moment, donc vous aurez très certainement des éléments d'information plus complets pour reparler association, associativité, fait associatif, et continuer à nourrir ensemble ce lien qui nous réunit. Alors l'année 2019, c'est aussi évidemment une année qui s'ouvre dans ce contexte agité que nous connaissons depuis quelques mois. On ne peut pas ne pas l'évoquer aujourd'hui, bien entendu, surtout là où nous nous situons. C'est ce contexte, celui d'un mouvement social, qui semble avoir surpris beaucoup de gens. Surpris sur la forme, évidemment, mais sur le fond, est-ce finalement une réelle surprise? Si le moment et la forme sont toujours une surprise, aucune société ne peut tenir dans le temps lorsqu'elle laisse s'approfondir les fractures au sein de son corps social. Il suffit de regarder les tendances de fond qui sont et qui étaient et qui sont toujours à l'œuvre depuis plusieurs décennies dans notre pays, en France. Accroissement des inégalités, désertification des territoires, services publics en peine, ascenseur social en peine, sentiment pour la première fois que les générations qui arrivent vivront moins bien que les précédentes. Sentiment que le vote ne change plus rien, que le dialogue social ne permet plus les progrès attendus, mais ne fait au mieux que freiner l'érosion des droits acquis avant nous. 2002 puis 2017, en 15 ans, 2 fois à l'extrême droite, au second tour des élections. 2017, abstention record pour une présidentielle secouée de toutes parts, de scandales, de déchirements, d'une scénographie finalement bien peu reluisante pour la classe politique française, avec à la clé l'écroulement historique des partis traditionnels. Nous l'avions dit au lendemain de l'élection de mai, nous avions organisé un débat là-dessus à l'Assemblée générale du mouvement associatif. Les partis et les syndicats se sont embarqués dans une pente de perte de confiance des citoyens qui se confirme malheureusement, parce que je pense qu'on ne peut pas se réjouir de ça, sondage après sondage. Il semble bien y avoir un système à bout de souffle. On le sait, la mondialisation a profité à une minorité dans notre pays, mais en Occident de manière générale. La classe moyenne en France, si on regarde les études notamment de France Stratégie, mais aussi aux États-Unis et en Occident, de manière générale, a perdu du terrain à la faveur des classes moyennes des pays d'Asie. C'est donc tout l'Occident qui se retrouve aujourd'hui en retrait. Si on regarde du côté de l'Europe, cette année 2019, c'est aussi une année d'élections européennes importante pour renouveler le Parlement européen. L'Europe est abîmée, divisée, sans consensus, sans vision. Qui se souvient encore de la prochaine échéance en termes de construction européenne? Les pays d'Europe centrale se replient sur dans le conservatisme illibéral le plus dur, l'Italie dans le populisme, le Royaume-Uni sur lui-même, et dans une boucle dont il ne sait plus trop comment sortir. Je pense, et nous pensons, au mouvement associatif, qu'il faut s'inquiéter fortement d'une Europe malade. Et notre rôle est de s'en préoccuper aussi. Je pense que vous avez là la dernière publication du mouvement associatif, de notre revue, qui parle d'Europe et qui s'intéresse à l'Europe, parce que c'est un sujet essentiel. Aussi, le mouvement qui s'est levé en novembre en France, sans tête ni commandeur, ressemble à cette société de la défiance, qui est à la fois à la recherche de liens sociaux et qui se méfie en même temps de toute représentation déléguée et verticalisée. Comment voulons-nous encore qu'elle y croie, lorsque le pouvoir lui-même, issu de la délégation du pouvoir citoyen par le vote, et qui repose sur la logique de représentation, a dénigré si fortement les corps intermédiaires, et renforcé donc sa verticalité. Si les corps intermédiaires ne sont plus en capacité de faire avancer les causes, alors pourquoi les citoyens leur confieraient les leurs? Une démocratie représentative qui décrédibilise les corps intermédiaires prend toujours le risque de se décrédibiliser elle-même en définitive. Et ce poison est mortel. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'être forcément pessimiste, parce que si le moment est bien saisi, pour répondre à cette demande de lien et de participation, à cette demande de justice, il y a aujourd'hui une mobilisation aussi qui est positive. Et la réponse à cette demande peut être une sortie utile
de cette crise. C'est ce que nous avions dit aussi dans notre communication. Dans le cas contraire, il faudra en revanche craindre des lendemains plus sombres. Alors qu'avons-nous fait depuis 18 mois et dans ce contexte? Nous avons avancé du côté du mouvement associatif sur 2 chantiers que je pense indissociables et qui constituent une réponse à ce contexte. J'en ai parlé l'an dernier. Le premier a visé à travailler pour nourrir ce qui était absent du programme gouvernemental, c'est-à-dire à une politique structurée et ambitieuse pour le développement de la vie associative. Avec tous les membres du mouvement, les membres de nos membres, mais aussi au-delà, nous avons bâti en 3 mois un rapport que j'ai pu remettre en votre nom au Premier ministre en juin dernier. Ce rapport, c'est 59 mesures qui ont fait consensus entre les familles associatives. Et c'est un premier point très important. Mais c'est surtout la proposition d'axes structurants pour asseoir une véritable politique associative. Le premier se situe autour du soutien nécessaire à un financement structurant et prévisible au secteur, reconnu comme un investissement public d'intérêt général et dédié d'abord à l'initiative associative. Le second concerne la structuration d'une politique de soutien à l'engagement. Depuis le plus jeune âge et tout au long de la vie, protéger la liberté de s'engager pour des causes d'intérêt général, fussent-elles contraires aux orientations politiques du moment, et investir dans la formation des bénévoles. Comme on l'a souvent dit, une grande démocratie se grandit toujours dans le soutien, y compris des débats et des controverses en son sein. Structurer une grande politique d'accompagnement des associations pour les aider à grandir, à mieux gérer, à mieux évaluer, à mieux se gouverner, à mieux affronter les transitions auxquelles elles sont confrontées. Renforcer les têtes de réseau et le fait fédératif. Observer et mieux connaître la vie associative. Structurer et co-construire une politique d'évaluation de l'impact social et de la valeur sociale, comme dirait la Fonda, créée par les associations. Ou encore promouvoir une véritable politique de soutien à l'emploi associatif, pérenne et de qualité. De fait, c'est la chose étrange en France, malgré la force que représente la vie associative, j'y reviendrai, il y a eu bien peu de périodes dans l'histoire, quand on y regarde, qui ont donné lieu à une élaboration d'une telle politique. Il y a eu des épisodes, ici ou là. Oui, il y a des politiques sectorielles qui ont toujours su s'appuyer sur les associations. Il y a des associations qui ont toujours su innover et nourrir les politiques sectorielles. Mais une politique d'ensemble, reposant sur les principes généraux, sur des axes structurants, sur une vision, et pouvant ensuite inspirer en termes de méthode, de réglementation ou de modalités de financement les politiques sectorielles, rarement. Rarement nous en sommes arrivés à ce point. Le fait associatif, finalement, est une sorte d'impensé de la République, alors qu'il est partout, dans chaque coin de rue. La Charte des engagements réciproques de 2001, puis de 2014, a touché pourtant cela de près. C'était son objet. C'était ce qui a justifié sa signature au niveau du chef du gouvernement. Nous avons donc réitéré notre proposition de généralisation des chartes d'engagement réciproques et de sa déclinaison par ministère et dans les territoires. Parce qu'elles forment aussi une autre façon de penser l'action publique, plus horizontale, plus participative, plus confiante dans la nécessité des acteurs de terrain à savoir, à proposer et à faire. À tout cela, le gouvernement a répondu. Vous l'avez sans doute suivi, il s'est doté d'une feuille de route pour la vie associative en réponse à nos propositions, et c'est un acquis indéniable. Nous avons aussi la nomination d'un secrétaire d'État qui s'occupe de cette question-là, et donc qui donne un temps politique qui a beaucoup manqué, supplémentaire à ce sujet. La feuille de route reprend une partie de nos propositions, mais elle n'est pas encore une politique ambitieuse de développement de la vie associative. Et comme j'ai pu le dire à l'époque, cette politique-là ne pourra pas se faire avec un investissement public zéro. Il y a eu un chemin important qui a été parcouru, il faut s'en féliciter. Et je veux ici remercier et saluer la présence du conseiller du Premier ministre, Daniel Zelansky, qui a accompagné, qui a suivi ces travaux depuis Matignon, le ministère de l'Éducation nationale, la GEPVA, et son directeur Jean-Benoît Dujol, le Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire, qui ont été également nos copilotes et les partenaires de ce dialogue qui, je pense, a été fructueux et très utile. Et nous sommes encore loin du compte, comme j'ai pu le dire, et 2019 devra impérativement constituer une deuxième étape dans ce combat. Le second chantier du mouvement associatif, c'est celui de notre propre transformation pour faire mouvement. Et boucler la réforme qui avait amené la CPCA historique à devenir mouvement associatif en 2012. Ce chantier est assis sur 3 axes.
Le premier, c'est celui de la consolidation identitaire. Il repose sur notre manifeste. Combien pouvons-nous entendre dire, y compris dans nos propres rangs, que beaucoup trop de choses différencient les associations, les unes des autres? Oui, évidemment, la loi 1901 n'y suffit pas, bien sûr. Alors, nous avons produit ce manifeste en 2016, et qui a posé 3 dimensions, qui ont été adoptées par toutes les familles associatives, qui s'y sont reconnues. Ces 3 dimensions complètent ce qui est dans la loi, et expriment pour nous ce qui est au cœur du fait associatif et que nous avons tous en partage. La production de liens sociaux, la production d'une économie plus humaine et la revitalisation démocratique. Voilà ce que nous avons en commun. Quels que soient nos mouvements, nos secteurs et notre histoire, c'est fondamental. Le second, c'est celui des principes qui nous rassemblent et qui doivent guider notre action et l'action de chacune de nos composantes. Les marqueurs qui doivent nous reconnaître, nous permettre de nous reconnaître entre nous et nous faire reconnaître à l'extérieur. C'est ce qu'on a appelé la charte des principes, principe de savoir-faire, principe de savoir interagir, qui est actuellement également en discussion. Le troisième, c'est celui de l'ouverture, enfin, pour mettre plus d'horizontalité dans le système. Connecter aussi avec les associations non fédérées. Il faudra trouver les méthodes et les façons de faire, permettre une meilleure perméabilité entre les têtes de réseau, les coordinations intermédiaires et les associations à la base. Faire mouvement, c'est permettre à chaque entité associative de France de se sentir à un moment défendue, représentée par notre organisation et toutes ses composantes. Ces 2 actions vis-à-vis de l'État et de nous-mêmes sont des actions qui lourdes, et je ne m'y trompe pas. Mais si nous voulons gagner notre reconnaissance et la reconnaissance de nos causes communes, par les pouvoirs publics, mais également par l'ensemble de nos partenaires et les partenaires de la vie associative, si nous voulons faire plus grande place à la question associative dans le débat public, il ne peut y avoir que de l'union à nourrir et un mouvement à renforcer. Il faut donc continuer à faire le pari de nos convergences plutôt qu'à décompter nos différences. Il faudra aussi que dans chaque association et dans chaque fédération associative, on se rappelle que nous avons en partage cette même branche, celle de l'associativité de la loi 1901, sur laquelle nous sommes tous assis. Or, on le sait, parce qu'on l'a tous expérimenté, dans la vie de nos organisations, au travers des 1000 responsabilités et tracasseries qui font le quotidien des dirigeants associatifs. Il peut nous arriver parfois de perdre le fil de cette associativité initiale. Prenons garde de cela et reconnaissons l'importance de continuer à faire vivre la vie associative dans tous les lieux d'action et de décision de nos associations. Si statut ne fait pas vertu, évidemment, disons-nous que le choix de se mettre en association ne peut être fortuit et il nous appartient de lui donner sens toujours. Alors, agir pour soutenir une politique forte de vie associative, c'est aussi agir en solidarité avec nos alliés de l'économie sociale et solidaire. Et œuvrer pour que celle-ci se dote d'une représentation forte également. Il n'y a pas à choisir ou à distinguer entre les deux. Il n'y a pas de compétition d'ailleurs qui puisse se justifier entre les deux, ce serait mortel. Il y a en revanche à mieux identifier les combats qui nous lient, et il y en a beaucoup, et faire acte de rassemblement pour les mener. Notre génétique est la même. Nous sommes cousins d'une économie qui a fait de la propriété et de l'action collective sa base. Nous sommes cousins d'une économie qui a fait de la non-lucrativité son premier principe. Nous sommes cousins d'une économie qui fait de la participation démocratique sa façon de gouverner et d'entreprendre autrement. Ensemble, nous avons beaucoup à défendre et à conquérir encore, en France mais aussi en Europe. Ensemble, nous avons beaucoup à faire et pour continuer à incarner ces valeurs, parce que nous sommes condamnés à l'exemplarité. Dans notre capacité à faire réellement vivre nos instances démocratiques, à permettre la participation effective de chacun à la prise de décision et au projet de l'entreprise, à rendre compte, à mettre de la transparence dans nos processus, ou à assurer par exemple une meilleure vie au travail et par le travail pour nos salariés. Nous sommes condamnés à l'exemplarité, à mieux rendre compte de notre valeur sociale. Bien entendu, l'exemplarité ne doit pas seulement s'imposer aux acteurs de l'ESS, mais chez nous, elle doit être non négociable et la préoccupation permanente de chacune de nos organisations. Parce que toute sortie de route dans nos mouvements résonne forcément plus fort et plus loin et décrédibilise l'ensemble. Je pense dans ce cas-là qu'il n'y a pas de responsabilité individuelle dans le domaine. Et dans la période que nous traversons, il est encore plus impératif de rendre audibles et visibles nos mouvements. C'est bien le choix que le mouvement associatif a fait en 2018, dans le long débat qui a occupé les instances représentatives de l'ESS. Celui de l'unité, celui de l'ambition collective et celui de l'exemplarité. Et je veux d'ailleurs ici saluer Jérôme Sadier,
Bonjour à toi, tout nouveau président de SS France et qui sait pouvoir compter sur nous, comme nous savons pouvoir compter sur lui, pour mener à bien ces défis. Chers amis, j'ai commencé en parlant du contexte social que traverse la France et plus globalement l'Occident. Je veux maintenant y revenir, parce que tous ces combats, pour une plus grande politique associative, ou pour une économie qui soit plus sociale et plus solidaire, tout cela n'aurait aucun sens si le moteur qui nous motive n'était pas la réponse aux besoins et la défense des droits sociaux, économiques, écologiques et démocratiques des citoyens. Les associations ne se financent pas pour elles-mêmes. Notre lutte n'est pas celle de la survie de chacune de nos organisations. Nous ne sommes pas un syndicat de copropriétaires, comme j'ai pu l'entendre. Le devenir serait d'ailleurs notre piège le plus mortel. Aussi, notre devoir permanent est de s'en écarter. Défendre la vie associative et la vie de chaque association, c'est faire œuvre utile pour la société d'abord, et c'est mieux nous défendre nous-mêmes ensuite. C'est ma conviction, et c'est la mission du mouvement associatif comme porte-voix des dynamiques associatives. Il faut redire que notre existence n'a de sens que par le service qu'elle rend à la société elle-même. Les associations sont des émanations du corps social. Ils doivent se penser d'abord comme telles. Et c'est bien plus qu'un corps intermédiaire, comme vous avez pu le lire dans une certaine tribune il y a quelques jours. Notre tissu permet de réduire les inégalités. Nos services sont souvent le dernier fil dans des zones où plus rien n'est disponible. Nos innovations aident des citoyens, des quartiers, des territoires et parfois des politiques publiques à trouver des solutions pour résoudre tel ou tel problème ou pour mieux se projeter dans l'avenir. Alors oui, c'est aussi ce projet de société que nous défendons en défendant une politique active de soutien à la vie associative et à l'économie sociale et solidaire. C'est un projet de citoyens qui s'associent pour un but autre que la lucrativité, qui s'empare des causes d'intérêt général et se donne des moyens d'agir. C'est ce qui a motivé notre mobilisation, d'ailleurs, contre la suppression des contrats aidés et donc des services brutalement dégradés ou interrompus pour l'aide à la personne, pour l'accès à la culture ou à la lecture, dans l'action périscolaire, dans les clubs de sport, dans une multitude de lieux et d'actions de proximité qui sont souvent le dernier espace de dignité et le plus souvent dans les territoires qui en avaient le plus besoin. Je pense pouvoir dire ici que la brutalité de la décision sur ce sujet, sans concertation, sans discernement, restera comme une erreur de ce début de mandature. Alors dans cette période de débat généralisé, nous nous sommes aussi interrogés sur notre rôle dans le cadre du grand débat. Nous sommes acteurs du débat public. Nous l'avons toujours été, nous le sommes et le serons encore après le grand débat. Émanation du corps social, nous bénéficions d'une grande confiance des citoyens, dont d'ailleurs peu d'autres acteurs de la société civile organisée peuvent s'en prévaloir. Cela nous oblige. Je pense donc que nous pouvons jouer deux rôles dans ce cadre. D'abord, faciliter la prise de parole citoyenne, organisée, outiller, animer et permettre ce que nous affirmons dans notre manifeste, la transformation des indignations individuelles en réalisation collective. Et je sais que beaucoup d'associations se sont engagées, notamment dans l'éducation populaire, sur ce terrain. Ensuite, ressortir de nos diagnostics, nos analyses, nos connaissances des territoires, notre proximité avec les difficultés rencontrées, avec les gens qui sont en souffrance, et redire qu'une société qui va bien, c'est une société qui ne peut jamais s'affranchir d'une solidarité active, soutenue et de tous les instants. Et au cœur de notre message, redire l'utilité de l'engagement collectif. Dans une société d'individus qui pousse à la performance individuelle, il n'en faudra pas moins que des liens de coopération continuent de se tisser. Parce que tout ne peut pas être compétitif ou concurrentiel. Bien au contraire, je pense que la marche du monde appelle à davantage de coopération. Aussi, le soutien au processus d'engagement de l'individuel au collectif constitue-t-il notre mission et notre contribution à la société. Le lien social, la solidarité qui se tisse entre citoyens, qui s'engagent dans un projet d'utilité sociale, le fait associatif, en définitive, c'est plus qu'une contribution à l'intérêt général. C'est sans doute le lieu où se fonde et se matérialise l'intérêt général. Le fait associatif est producteur de biens communs en lui-même. Il est, comme un récent avis du Césaire de Bretagne l'a justement dit, il est d'intérêt général. Alors une société qui va bien, c'est une société associative. Et la première responsabilité de nos élus, c'est de nourrir cette associativité en son sein. Sans doute devrons-nous répéter ce message plus fortement encore, puisqu'il semble y avoir une volonté d'écoute. Saisissons-la, en tout cas, à cette fin et en responsabilité. Aussi, pour finir,
Je veux redire à quel point la force associative est une puissance qui se méconnaît. Comme je disais, dans tous les coins de rue, c'est la puissance visible et invisible à la fois, et c'est probablement notre faiblesse. Continuons donc à croire en notre force et bâtir le mouvement qui démontre cette force. Nous sommes une puissance citoyenne de 22 millions de bénévoles. Nous sommes une puissance économique de 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de 1,8 million d'emplois. Nous sommes une force de l'innovation et des solutions du quotidien pour répondre aux besoins du pays. Disons alors qu'il est bien mal inspiré celui qui ne sait compter avec une telle force. Faisons donc vœu d'association et d'une associativité au cœur du contrat social. C'est le mieux que l'on puisse faire pour notre pays, je crois. Merci donc à vous de votre présence, de votre adhésion et de votre mobilisation. Merci à celles et ceux qui croient en notre mouvement. Et je veux aussi, pour finir, remercier l'équipe du mouvement associatif, toujours aussi petite, et depuis l'année dernière, malheureusement, peu de choses ont bougé, mais qui fait toujours autant et encore plus. Merci à elle, merci à vous, et très belle année 2019. Il y a un verre de l'amitié qui est ouvert, je vous invite à